Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce format vidéo pour faire le point sur l'activité des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, vous le savez, on a un contexte national de crise et de mécontentement général. On a un appel à manifestation pour le 18 septembre dont on parlera. Et Steve, tu veux peut-être nous parler justement de ce contexte national? Ouais, alors effectivement, tu l'as bien souligné, il y a un rejet massif de la population Bonjour à et des fonctionnaires, en tout cas des agents de service public, sur ces mesures d'austérité imposées par le gouvernement. Là, ça fait 2 quinquennats, on a une politique économique et sociale qui vient contraindre voilà, le pouvoir d'achat, les conditions de travail. Et effectivement, il y a eu le mouvement du 10 septembre sur lequel on s'est associé. On n'a pas appelé à la mobilisation, mais en tout cas, la fédération autonome au niveau national a déposé un préavis de grève du 5 au 30 septembre, qui a inclus la journée du 10 septembre et la journée du 18 septembre, avec une intersyndicale, une mobilisation nationale sur tout le territoire, en tout cas des services publics. Alors, juste pour qu'on ait tous le même niveau de compréhension, la problématique aujourd'hui, on nous l'amène comme ça, en pleine face, en parlant de la dette. Et la dette, effectivement, c'est un risque aujourd'hui, c'est les marchés financiers qui, qui financent la France, en tout cas. Mais cette dette, elle n'est pas de notre fait. Elle n'est pas de notre fait, on n'en a pas profité, il y a eu des crises. Effectivement, il y a des choix qui ont été faits, mais nous, les citoyens et les agents de service public, on n'en a pas bénéficié. Et il faut quand même séparer deux choses. Il y a la dette de l'État et la dette de la sécurité sociale, des collectivités locales qui, ces dettes-là sont stables. La sécurité sociale, il n'y a pas de trou malgré qu'on ait transféré de la dette de l'État sur la sécurité sociale. Alors aujourd'hui, on veut nous faire payer des mesures qui sont complètement dingues d'austérité, et ça, on le refuse forcément. Donc voilà, on appelle à la mobilisation le 18 septembre. Les revendications, elles sont simples. Et là, on fait le lien avec le Beauvau de la sécurité civile. On vous a transmis le document sur les réseaux. C'est une revalorisation de notre pouvoir d'achat, notamment par le point d'indice, et aussi sauvegarder, conserver nos acquis. Voilà, il y a la problématique du jour de carence, les 10% de retenue sur salaire quand on est en arrêt maladie. Vous l'avez vu, la fédération autonome, dès le mois d'avril, eh bien, on a eu confirmation de la direction générale des collectivités locales qu'on est exempt de ces mesures. Après, il y a nos collègues PATS. Nos collègues PATS, eux, eh bien, ils sont sous le coup de ces mesures. C'est pour ça qu'on demande le retrait, l'application pour les SPP et le retrait pour les PATS. Après, il y a la problématique aussi, dans le Beauvau de la sécurité civile, c'est bien écrit le volontariat. Volontariat, vous le savez, on défend une réserve opérationnelle de sécurité civile, comme la police et la gendarmerie, l'armée de manière générale. Et derrière, eh bien, en tout cas, localement, nous on demande, on en parlera sûrement plus tard, le respect des repos de sécurité, etc. Alors, dans ce préavis de grève, on demande aussi des financements, qu'enfin les services publics soient financés à la hauteur des besoins, et bien sûr la reconnaissance de la pénibilité, de la spécificité de notre métier. Parfait, donc tu nous as parlé du contexte national, on va revenir un peu plus sur le local. Comme vous le savez tous, la semaine dernière, notre nouveau directeur a reçu toutes les organisations syndicales, y compris bien sûr votre syndicat autonome. L'occasion pour lui de découvrir notre syndicat qui est positionné donc sur les catégories C, PATS et SPP, et pour nous de voir la vision du nouveau directeur. Et donc justement, il nous a exprimé sa vision à lui. C'est pas forcément ou pas pour le moment les positions du SDNIS, du service, mais sa façon d'envisager notre profession et certaines évolutions vers lesquelles on pourrait aller. À ce titre-là, donc on a parlé de financement, c'est un de nos credos principaux. Donc, est-ce que tu peux nous faire un retour sur ça? Effectivement, comme tu l'as précisé, Patrick, les financements, le financement du SDNIS, en tout cas de notre corps, c'est la clé de voûte qui va permettre justement de pouvoir
mettre en place les demandes légitimes des SPPNO et des PATS de catégorie C. Alors sur les financements, avec le directeur, on trouve des points de convergence. Il y a un déséquilibre entre les grandes métropoles de France, notamment on a Paris et Marseille qui bénéficient d'un financement d'État qui est relativement important, entre 10 et 15% du financement de la brigade et du bataillon, c'est l'État. Et les grandes métropoles comme Lyon, Lille, Bordeaux, on n'a pas très peu de soutien de la part de l'État. Donc le directeur, donc dans sa vision, défend justement un financement d'État. Alors il amène quand même des choses qui sont concrètes, et notamment pouvoir bénéficier de 1% par an sur 10 ans, ce qui nous permettrait d'arriver à 10%. Donc c'est ça, 1% du budget donc du SDMIS qui serait en plus reversé par l'État. Donc c'est pas anodin. Voilà, c'est une bouffée d'oxygène en tout cas qui nous permettrait voilà de débloquer quand même pas de situation. Le deuxième mode de financement, vous savez, on a développé un modèle qui s'applique, qui doit s'appliquer en tout cas de par la loi Matras, et notamment c'est sur nos missions AMU et SUAP. C'est 80% de notre activité, quoi. Et donc là-dessus, la Cour des comptes, alors d'habitude elle nous est défavorable, et on applique, en tout cas la collectivité applique quasiment tout le temps les recommandations de la Cour des comptes, et là par contre, on peut faire des recettes, et on n'a pas d'application, comme le demande la Cour des comptes, de la loi Matras. Alors pour faire simple, on estime en tout cas cette possibilité de financement à 5 millions d'euros par an supplémentaires. Donc on a toutes les missions AMU qui sont réalisées par le VSM et les VSAV conjointement. Voilà, c'est en substitution du SAMU. On envoie des VSM alors que normalement, s'il n'y avait pas de VSM, ça serait un SAMU qui viendrait sur les lieux. On a aussi, on engage tous nos collègues, les chefs d'agré, lorsqu'il y a des missions SUAP à requalifier ces missions sur la tablette, la case carence, et aussi, eh bien sur la case, sur l'histoire de cette case carence là, eh bien on a un volume de carence qui est chiffrable, et on n'en facture que la moitié. On facture quasiment un peu moins de la moitié de ces carences, donc c'est un manque à gagner important. Et le dernier élément, c'est les transports médicalisés. Alors, effectivement, la loi Matras aujourd'hui, elle définit tout ça, et donc voilà, on pense avoir le soutien en tout cas du directeur, il va dans ce sens-là. Maintenant, c'est pas comme tu l'as dit avant, hein, c'est pas la position du SDMIS officielle, c'est la vision du directeur, et on trouve des points de convergence là-dessus. Ensuite, après les financements, on a abordé donc les temps et régimes de travail. On a parlé donc du 12 heures à 50% cyclé qui est mis en place à partir du mois d'octobre. On a évoqué le 24 heures, le kit du bureau des feuilles et les temps de préparation. Sur le 12 heures, du coup, Steve. Oui, sur le 12 heures, on est venu avec une certaine expérience, hein, notamment sur la mise en place du 12 heures cyclé à 80% en 2022. On a pu mettre en place grâce aux collègues, notamment de la 5, pendant 6 mois. Ça a été une belle aventure. On a pu démontrer que c'était faisable déjà, et que c'était plutôt attractif. En parallèle, on a mis une proposition de 24 heures à 75 gardes secs, justement pour pouvoir équilibrer, qu'il n'y ait pas une fuite des agents en 24 heures uniquement vers le 12 heures, pour garder un volume horaire et une cohérence. Le directeur, effectivement, a dit qu'il voulait aussi prendre le temps de pouvoir voir le fonctionnement du service de façon plus approfondie avant de prendre vraiment position sur d'éventuelles évolutions des régimes de travail. Et aussi probablement le fait de mettre à l'épreuve le 12 cyclé à partir du mois d'octobre. On a évoqué donc le kit du bureau des feuilles. Ouais. Le kit du bureau des feuilles, voilà, on a dit, hein, ça fait 2 ans quasiment qu'on a plus de kit de bureau des feuilles. Il y a même des décisions qui ont été retirées
de l'intranet, ça fait que ça peut amener en tout cas des dysfonctionnements et des tensions dans les centres, puisque après, comme il n'y a pas de cadre qui est bien défini, ben, chaque centre peut être amené à faire un peu comme il veut en fonction des contraintes internes. Donc du coup, on a demandé à ce que soit rapidement remis à jour le kit. Alors on n'a pas d'échéance, voilà, on n'a pas d'échéance, mais on est certain que le directeur a pris en compte la nécessité de remettre un kit du bureau des feuilles carré et disponible. Et un petit mot sur les temps de préparation. On va dire qu'il n'y a pas de consensus. Oui, sur les temps de préparation, alors c'est vrai que toutes les OS ont eu tendance à agiter le chiffon rouge avec les temps de préparation. Alors, temps de préparation, c'est un terme qu'on a amené, puisque les temps de préparation à l'opérationnel et les temps de préparation au retour à la vie civile. Effectivement, l'habillage des habillages, c'est tout le monde a entendu parler, c'est structurel. Il y a des arrêtés du Conseil d'État, doit être pris en compte les temps d'habillage des habillages. Après, il y a aussi le règlement intérieur. Le règlement intérieur, il définit un certain nombre de choses. On doit être rasé, on doit porter des EPI, on doit être propre parce que on intervient sur des personnes sensibles et fragiles. Ça, c'est des choses qui doivent être prises en compte. Alors, on a présenté simplement, comme d'ailleurs c'est disponible sur l'enquête d'opinion, on vous invite à compléter le formulaire. On vous met le lien en description. Doit être pris en compte ou en temps de travail ou en rémunération ces temps. Alors nous, on demande une demi-heure le matin, une demi-heure en fin de garde, ce qui paraît légitime. Là-dessus, il n'y a pas de consensus. On va pas rentrer dans le détail des débats, parce qu'on reviendra là-dessus prochainement. Vous pouvez compter sur nous. Après, on a évoqué donc les repos de sécurité pour les agents qui sont en garde postée, tout statut confondu. C'est ça. De manière plus générale, Patrick, on a trouvé là-dessus encore une nouvelle fois un point de convergence avec la vision du directeur. C'est pas, on le répète, c'est pas comment dire, la position du SDMIS. D'ailleurs, vous avez vu le courrier qui a été envoyé à tout le monde là-dessus. Non. Sur les points de convergence, le directeur est d'accord avec nous dans le sens où la garde postée, parce que nous on est axé que sur la garde postée, on demande à ce que les repos de sécurité des SPV en garde postée soient respectés pour la santé des SPV, la sécurité individuelle et collective. Là-dessus, le directeur, lui, il nous dit, voilà, le SPV, il n'a pas vocation à être en garde postée. Donc, là-dessus, il est possible que dans l'avenir, dans le règlement intérieur, en tout cas, déjà, soit amener quelques règles à ce sujet-là, et notamment, il en va déjà, premièrement, de la responsabilité du SPV. Là-dessus, c'est important. Donc voilà, on a trouvé en tout cas un point de convergence sur ces repos de sécurité. À voir. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Alors on parlait du repos de sécurité, du coup ça nous amène directement sur le règlement intérieur, parce qu'on avait voulu glisser cette notion de repos de sécurité pour tous dans le règlement intérieur. Donc le règlement intérieur et les textes structurants du service sont en cours de réécriture. Le règlement intérieur, lui, ça y est, il est passé au conseil d'administration. Un peu dans l'urgence à notre goût. Les réunions ont eu lieu, mais toutes les propositions faites par les partenaires sociaux n'ont pas été retenues. Donc on a forcément un gros regret là-dessus. Maintenant, on est sur le règlement opérationnel. Les réunions ont déjà commencé avant l'été. Ça n'est pas fini. Le directeur s'est engagé à prendre le temps. Et aussi, par rapport au règlement intérieur, il nous a dit qu'il voyait ces textes comme des éléments vivants, qu'on pourrait les implémenter au fil du temps, sans forcément attendre de devoir complètement les réécrire. Sur le règlement opérationnel, tu veux nous dire un mot, Steve? Effectivement, il y a eu plusieurs réunions règlement opérationnel, classement des centres. Là-dessus, on a fait un gros travail, les autonomes. Donc du coup, en tout cas sur ces réunions, on a parlé d'éléments factuels, qui est une réponse en adéquation avec les besoins opérationnels réels, notamment le retour des FPT en pied dans les centrales et par immédiat. On a parlé aussi des fonctions, qu'à fonction égale,
c'est le SPP, le chef d'agré, sur les notamment sur les engins une équipe. Si vous avez un sergent professionnel et un adjudant volontaire, c'est le sergent chef d'agré. Alors le CCD-SPV s'oppose à cette mesure. En tout cas, on continuera à la défendre. On a parlé aussi des regroupements et des créations de centres. Alors du coup, là-dessus, pour Vaux-en-Velin, il y a toujours aucune position de prise. En tout cas, voilà, nous on réitère le fait qu'on n'est pas favorable à l'ouverture d'un centre sur Vaux-en-Velin. Vaut mieux renforcer les centres existants que de créer un nouveau centre. Pareil sur la problématique du 8e. Nous on pense que c'est une problématique d'effectifs. Voilà, les hors secteur, on a fait un gros travail là-dessus. Voilà, la réponse hors secteur, elle est trop élevée. C'est simple, elle est trop élevée. Ensuite, ça nous permet de rebondir sur les seuils de professionnalisation. Alors là-dessus, il y a un point de convergence avec le directeur. Vous savez que nous, on défend que à partir de 1000 interventions ou 1000 sorties d'engins, même si c'est pas la même chose, le tout, c'est de trouver le bon curseur, on puisse professionnaliser les centres volontaires. Donc là-dessus, le directeur n'est pas fermé sur ces seuils de professionnalisation. On a parlé voilà également du classement des centres. Et là, il y a un problème, c'est que c'est un parapluie juridique, le classement des centres. Et nous, on prouve, on a fait des modèles mathématiques, on prouve que l'ancien classement des centres, celui-là qui est en vigueur actuellement, est mathématiquement irréalisable. Et le prochain, même s'il a été un peu rehaussé, il est mathématiquement irréalisable. Alors ça découle du Sacre 2017, ça a été voté en instance. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des regroupements de centres de CIS. Et maintenant, notre objectif, c'est de revenir en arrière et que chaque centre soit classé individuellement, et comme ça devrait être le cas, tout simplement. Oui, au final, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir essayer d'aller vers cette rehausse de l'effectif bien sûr. que l'ensemble des agents des SPPNO demandent. Bien sûr. Ou d'ailleurs, on revient sur le volet financement, mais on amène des pistes de financement pour pouvoir répondre à ces demandes et notamment d'effectifs. Point sur le volet des EDR. Le directeur, donc, du coup, a découvert semble-t-il, ou en tout cas, voilà, a trouvé que ce système de fonctionnement lui plaisait parce que tout de suite, il a vu la flexibilité que ça pouvait apporter. Après, forcément, nous, on amène aussi des points là-dessus. Même si ça amène de la flexibilité, on voudrait pas que le pôle EDR devienne toujours plus important pour qu'on se serve que de ça, en fait, pour masquer les problèmes d'effectifs qu'on pourrait avoir dans les centres. C'est l'équivalent d'un centre, déjà, Patrick. C'est ça, et ils n'ont pas vocation à devenir voilà le pansement quotidien et prendre la place effectivement de postes qu'on pourrait avoir dans les centres. D'une part pour le fonctionnement global et les problèmes que ça peut amener de fatigue pour ces effectifs de renfort. Ouais. T'as raison, parce que c'est vrai que ça a des avantages, la flexibilité. Ça fait partie du gros avantage. Après, un inconvénient, les temps de disponibilité. On le voit tous en caserne. Alors, les EDR nous font remonter des choses et les collègues en centre aussi, dans le sens où il faut que l'appel soit fait, que la remontée des effectifs. Ensuite, le DR, eh bien, il part de son centre d'affectation principale, il rejoint le centre. Derrière, ça perd du temps. Le soir, ils finissent tard. Donc, du coup, s'ils font des gardes jour, est-ce que les repos de sécurité sont réellement respectés? En tout cas, il faut définir certaines choses. Il n'avait pas l'air contre, notamment la durée de DR, 1 an max. Derrière, nous, on a amené aussi le fait que il y a des arrêts maladie longue durée ou des arrêts de travail de longue durée qui pourraient être remplacés par des EDR qui soient semi-fixes quelque part. Voilà, si c'est 4 mois, eh ben, il y a une affectation pendant 4 mois. Après aussi, on voit pas mal de choses ces derniers temps. La DGT fait le choix de donner un maximum d'IHTS à nos collègues EDR et ils nous le disent. Ils nous disent, il y a tellement d'IHTS que même nous, on n'est pas capable de les de répondre à la demande. Et alors c'est sûr que le dernier protocole a fixé un seuil de 500 000 € par an
de dépenses en heures supplémentaires. Du coup, on a vraiment l'impression qu'on veut surtout pas dépasser ce seuil des 500 000 euros pour pas créer des postes. Donc du coup, en centre, bah, il y a des IH qui tombent, mais alors c'est vraiment au compte-gouttes, et en plus à chaque fois, c'est parce qu'il manque vraiment des compétences, que ce soit chef d'agré tout engin une équipe, conducteur, échelier, etc. Et nous, ce qu'on voit, c'est que du coup, bah, il y a une différence de traitement entre le jeune donc qui est EDR, et à salaire égal, le jeune qui, un an après, n'est plus EDR, lui, il a plus d'IHTS. Donc c'est vrai que voilà, il y a des incohérences comme ça. Donc sur le pôle EDR, comme tu le disais Patrick, c'est voilà, ça doit être pour des remplacements de dernière minute. Nous, on voudrait qu'il y ait plus d'affectation sur 3 centres, mais que les EDR soient répartis dans l'ensemble des centres, ce qui permettrait quoi? Ben, si vraiment dans un centre il manque du monde, eh bien on prend un EDR de la liste du jour, voilà, qui aille combler ce trou. Sinon, ben, ça crée des équipes supplémentaires, ça permet de créer une tonne en pied, etc. Ça peut avoir que des avantages. Autre point qui fait partie de la colonne vertébrale du service, deux éléments, le GFOR, le CTA, CODIS. Oui. Le GFOR peut-être pour commencer, Steve. Ouais, on peut commencer par le GFOR, bien sûr. Pour les deux, de toute façon, ce que les collègues font remonter, c'est le manque d'effectifs. Voilà, manque d'effectifs. Alors pour le GFOR, déjà il y a une crainte un peu comme ça sous-jacente, et ça concerne tout le monde. C'est peut-être une volonté de réduire l'offre de formation. Bien sûr avec un but purement économique, hein. Un but voilà, hein, c'est que ça coûte moins. Genre on a vu que les formations sont passées à 7 heures. On voit que c'est 5 jours par an. Alors après on a les spécialités, etc. Mais on voit qu'il y a une volonté comme ça de réduire les coûts là-dessus. À côté de ça, sur les formateurs permanents, c'était remonté au directeur le fait qu'il y a ceux qui font du face-à-face pédagogique et ceux qui sont considérés comme formateurs permanents, alors qui sont détachés au pôle. Et du coup, bah, ce nombre de formateurs permanents, il est pas réel, il est pas juste. Donc voilà, de peut-être séparer les deux, du coup pour pouvoir amener plus d'effectifs, on va dire. On a abordé aussi les demandes légitimes. Voilà, c'est l'accès au télétravail, notamment, de pouvoir créer des vrais profils de carrière là-dessus, et rendre attractif ce poste de formateur permanent qui est important, hein, dans notre collectivité. Donc aussi le directeur a amené aussi sa vision, dans le sens où pour lui le formateur permanent, ça doit aussi être quelqu'un, on doit pouvoir ouvrir ces postes-là à des adjudants-chefs d'expérience, et pour ça, peut-être qu'effectivement, il y a une certaine attractivité qui va pouvoir voir le jour. Là-dessus, on verra. On a aussi abordé un point important lié à la formation, c'est les activités rémunérées. Alors nous, autonomes, vous le savez, on s'en cache pas, on l'a dit, on le démontre d'ailleurs juridiquement, l'AR est illégal. L'heure supplémentaire, c'est légal, l'IHTS, c'est légal, l'AR, c'est illégal. Et du coup, la majorité, en tout cas, des agents qui viennent faire des formations, trouvent que, voilà, avec l'inflation, 160 € brut, c'est pas assez. La demande, elle est à 250 €. Maintenant, on a amené d'abord le dialogue, on est dans la discussion. Après, effectivement, si on arrive à un moment donné qu'on est face à un mur, on le rappelle une fois de plus, l'AR est illégale. Donc tous les formateurs, il faut qu'on soit capable de vous fédérer. On est disponible pour répondre à ces questions. En tout cas, la demande, c'est 250 € par mois, par jour de formation. Pour le CTA CODIS, on nous a fait remonter ce manque d'effectifs, mais aussi des locaux qui sont franchement vétustes, les douches, la salle de sommeil, de repos, c'est une ancienne archive, il n'y a pas de fenêtre, en plus les agents
Souvent l'activité elle est quand même assez élevée, du coup ils peuvent pas aller au sport, il n'y a pas de groupe supplémentaire comme en centre où on peut dégager du temps. Voilà. Et le matériel informatique, il y a Nexis qui arrive, il y a du matériel informatique à renouveler. Voilà, c'est important d'évoluer dans des bonnes conditions de travail. Et la dernière chose, alors ça rejoint pour les deux, hein, c'est les piquets en centre. C'est vrai qu'un agent qui est formateur permanent ou opérateur CTA, quand il vient prendre des gardes, alors oui, il en prend moins, hein, mais du coup, il se retrouve essentiellement au VSAV, alors qu'à côté de ça, on a des SPV qui prennent 3 à 5 gardes par mois et qui se retrouvent sur des groupes incendies. Donc voilà, chaque centre en plus fait un peu comme il veut, donc ramener aussi de la cohérence là-dessus. Autre sujet abordé lors de cette entrevue, le volet engin, matériel et le bâtimentaire. Sur le sujet du matériel des engins, le directeur s'est montré intéressé et tourné vers l'opérationnel. Il a parlé notamment des EPC, évoqué peut-être des échelles raccourcies qui nous permettraient d'être plus mobiles. Ouais, quand il n'y a pas les secteurs Croix-Rousse, etc., notamment voilà. Vieux-Lyon. Et compte tenu aussi des évolutions d'urbanisme auxquelles on est confronté, et tout ça, il s'est montré alerte sur ces sujets-là. D'ailleurs, je fais une aparté, mais il regrette que le SDMIS ne soit pas rapproché de la métropole, notamment. Là, il y a eu énormément de travaux, de chantiers. D'ailleurs, on a plein en cours encore. Et les pompiers n'ont pas du tout été intégrés. Et d'ailleurs, on le ressent au quotidien. Hein, pour se déplacer, les engins passent pas, les trottoirs sont trop hauts. Donc voilà, il a pris en compte, t'as raison. Ouais. Le bâtimentaire ? Ouais. Sur le bâtiment, c'est un sujet quand même qui est douloureux. Parce que vous avez sûrement vu passer une communication autonome sur le sujet. Tout part du bail amphithéotique. Pour rénover les 9 centres à départ immédiat, le SDMIS a fait le choix surprenant, et d'ailleurs le directeur l'a dit lui-même, hein, pour lui c'est la première fois qu'il entendait parler d'un SDIS qui faisait un bail amphithéotique. Écoutez bien, c'est 140 millions d'euros sur 36 ans. Voilà l'argent qu'on doit. 140 millions d'euros sur 36 ans. C'est énorme. Et quelque part, pour abaisser les coûts, en plus, on a intégré une part de ce bail amphithéotique sur le budget de fonctionnement. Donc après, on va dire qu'on coûte trop cher en budget de fonctionnement, mais en même temps, on a le poids d'un achat on a payé les sociétés pour venir faire des travaux sur le bâtiment. Ça représente, écoutez bien, 400 000 euros par an par centre. Sur les 9 centres, c'est 140 millions d'euros, vous faites le calcul, c'est énorme. Et malheureusement, la qualité, elle est pas au rendez-vous. Du coup, quand il fait froid dehors, il fait froid dans la caserne. Quand il y a des épisodes de forte chaleur, c'est étouffant dans les centres. Donc nous, ce qu'on demande, c'est déjà de mettre en place que la climatisation soit réaxée sur le MES et les chambres de veille. Voilà. C'est déjà le minimum, quoi. On va pas parler des moustiques et tout. Hein. Bon, bref, en tout cas, là-dessus, voilà. Alors après, le directeur, il a amené une piste qui est intéressante, qu'il a travaillé dans ses anciennes affectations. C'est un financement pour le bâtimentaire à travers les collectivités locales, qui est c'est moins onéreux que le bail amphithéotique. Donc ça, c'était sur le bâtiment. Un petit mot sur le matériel. Sur le bâtimentaire aussi, le fait qu'on pourrait étaler sur une durée plus longue pour abaisser le coût pour abaisser la charge. C'est ça. Et cette charge financière, on pourrait étaler le bail potentiellement. En tout cas, c'est une demande qui pourrait être faite par le service de façon à retrouver un petit peu d'oxygène financier. C'est ça. Alors, on ne tombera pas à l'équilibre, hein, mais maintenant cet argent on le doit, donc voilà, hein, on peut remercier que les anciens décideurs là-dessus, mais bon, c'est comme ça. Petit point sur le matériel, vous avez été nombreux et nombreuses à nous faire remonter que aujourd'hui on est passé à l'échange, et que du coup, on voudrait savoir, on a un peu de recul là,
quelles économies ont été faites et de par l'inflation, la masse de sport, franchement, c'est compliqué parce que du coup, on n'a plus que la masse de sport et elle a été franchement vraiment rabotée par l'inflation. Donc voilà, ça serait une demande d'augmenter cette masse. Et pour finir, forcément, on a parlé du protocole d'accord signé en mars dernier. Donc les revendications, vous les connaissez, hein, l'effectif, la rémunération, l'ICL et le temps de travail. La rémunération et le temps de travail, c'est des sujets donc on a évoqués avant déjà, donc pas grand chose à ajouter de plus. Ouais. L'effectif, l'effectif, on en a parlé, hein, ça se regroupe avec le RO, classement des centres et tout, donc on y travaille. Par contre, pour l'effectif, il y a une polémique qui n'a pas lieu d'être. Hein. Il y a un sacre qui a défini 42 postes. Ensuite, il y a eu un mouvement, notre mouvement collectif, qui a obtenu 15 postes supplémentaires. Bon, il n'y a pas de polémique, c'est 42 plus 15. Voilà. Donc maintenant, effectivement, le directeur nous a dit, OK, ouais, mais c'est 15. C'est pas 15 postes pérennes. On n'a pas augmenté, en fait. C'est là où il y a un flou. On n'a pas augmenté de 1085 à 1100, 1110, ou etc. Donc voilà. Ouais, donc comme on disait, il y a pas de polémique sur le sujet de l'effectif. Après, concernant l'ICL, on a des signaux positifs. Voilà, l'ensemble des OS ont fait la demande en intersyndicale d'avoir une contribution, une participation financière du SDMIS, une aide exceptionnelle pour financer le recours de l'ICL. Donc, ça a été versé 11 000 euros. Derrière, par contre, voilà, on attend de voir si le SDMIS suit ses engagements de son côté de poursuivre une procédure juridique pour la pérennité de l'ICL. Donc voilà, on suit l'affaire en tout cas de près. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est un format un peu long, mais on espère qu'on aura répondu en tout cas à la plupart de vos questions. Merci à vous pour votre attention, pour votre soutien. Et puis on se retrouve bientôt. Oui, on n'oublie pas, ben voilà, le mouvement du 18, on a vraiment besoin d'être fédérés, d'avoir de la cohésion là. C'est nos métiers qu'on va défendre face à l'austérité. Et après, vous le savez, hein, autonome, on reste engagé à tes côtés pour réussir ensemble.